Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, un conseil des ministres restreint s'est tenu ce jour à Botsrouitch. À l'ordre du jour, la réfection des routes nationales, notamment la RN2, la RN4, la RN6, RN7, RN9, RN11 et RN14, ainsi que celle de 11 portions de rues de la capitale. Il a été convenu que le gouvernement, à travers ses ressources propres internes, financera ces constructions. Les détails. Mis à part les réfections des routes déjà annoncées lors des précédents conseils des ministres, de nouveaux projets ont été validés ce jour lors d'un conseil de ministres restreint dirigé par le président de la République au palais d'Botsrouitch. Il s'agit entre autres pour la RN2 du PK 11 jusqu'au PK 78 plus 100, la route menant à la ville de Muramang, du PK 218 jusqu'au PK 250 entre Antapanan et Brickaville. Pour la RN4, du PK 403 jusqu'au PK 460. Pour la RN6, du PK 32 jusqu'au PK 409 plus 100. Pour la RN7, du PK 258 en passant par un Boustch jusqu'au PK 311 en Boudial. Pour la RN9, le Conseil a approuvé le commencement de la réhabilitation du pont Mangouk, qui est le plus long de Madagascar. Après l'appel d'offres, la société CRBC se chargera de la construction qui débutera d'ici fin juillet. Par ailleurs, la construction de cette RN9 est en phase finale et l'inauguration suivra bientôt. Pour la RN11, la réfection des points noirs entre Mananzar et Nousvark. Pour la RN14, la réfection des points noirs entre PK17 et le PK92, reliant les deux régions, Vatvav et Fitvnan, et menant à Ifanadine et Ikung. Pour les rues de la capitale, à part les travaux en cours, il y aura également la réhabilitation de 11 autres portions de route. Il a été convenu que le gouvernement, à travers ses ressources propres internes, financera ces constructions. Étaient présents à cette réunion extraordinaire le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Travaux publics et le ministre de la Communication et de la Culture en tant que porte-parole du gouvernement. Justice à présent, nul n'est au-dessus de la loi, tout le monde peut faire l'objet d'une plainte, affirme le ministre de la Justice ce jour lors de l'installation de la présidente du tribunal administratif de Madzang. Cette dernière a souligné qu'elle fera les descentes dans tous les districts de Madzang pour faire connaître les activités de ce tribunal administratif et pour former les responsables. Les détails. La présidente du tribunal administratif de Madzang, Rabea Zamirinch, a pris officiellement ses fonctions ce jour. Parmi ses priorités, la formation des responsables et l'information sur les activités du tribunal administratif. Le but étant un tribunal de proximité et une justice équitable. Le ministre de la Justice, Landboulatine Ranjamanatenassou, a quant à elle souligné que nul n'est au-dessus de la loi et que tout le monde peut faire l'objet d'une plainte, même l'État. Toutefois, le tribunal administratif ne condamne pas et ne met pas en prison. Il modifie les décrets jugés comme illégaux et susceptibles de causer des dommages à ceux qui l'ont appliqué. Les responsables civils et militaires et la famille du ministère de la Justice ont assisté à cette installation. Dans un tout autre sujet, l'un des problèmes auxquels les jeunes en quête d'emploi font face actuellement figure la manque de volonté et l'incapacité à trouver un emploi correspondant à leur parcours scolaire. Cependant, il existe de nombreuses offres d'emploi ou de formation proposées par le secteur privé ou au sein des ministères qui peuvent être explorées. Et c'est dans cette perspective que le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé l'événement Youth Corner pour aider les jeunes à trouver du travail ou des bourses d'études. Un événement gratuit pour faire connaître aux jeunes les offres d'emploi, la formation et les bourses à l'étranger au stade Bariama Massen aujourd'hui et demain. Oubrassam Manan sur les images de Anzara Zanarvelu. C'est un problème pour les jeunes qui viennent de passer le baccalauréat, de choisir la filière ou le parcours à suivre et de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme.
Certains des jeunes malagasy sont incapables de trouver des emplois en raison du manque de volonté, et c'est notamment une grande raison du chômage des jeunes, explique le directeur général des jeunes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cependant, il existe de nombreuses offres d'emploi, de formation ou de bourses auxquelles les jeunes peuvent postuler, tant sur place qu'à l'étranger. Dans cette perspective, le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé l'événement Youth Corner qui se tient au stade Mamassen, afin de présenter aux jeunes malagasy les opportunités nationales, régionales et internationales. Il existe par exemple durant cet événement des stands dédiés aux tests d'orientation où des experts analyseront les compétences, les intérêts et les aspirations des jeunes pour les guider vers la voie professionnelle qui leur correspond le mieux. Des stands pour les corrections des CV ou des spécialistes expérimentés donnent des conseils personnalisés pour améliorer le CV entre autres. Toujours dans ce contexte, 50% des jeunes de la commune d'Ambatolamptsi-Mafuti, district d'Ambujachim, sont actuellement chômeurs, la raison étant la fermeture des zones franches aux alentours d'Ivatu. Afin d'aider ces jeunes, un speed recruiting s'est tenu ce jour dans cette localité. Fin de Sénamireille, Yves Janel. La commune d'Ambatolamptsi-Mafuti compte actuellement 10 000 jeunes. 50% de ces jeunes sont chômeurs. Pourtant, ces jeunes sont compétents, mais c'est l'emploi qui manque et difficile à trouver selon eux. Cette femme, par exemple, est expérimentée en pâtisserie, mais depuis 2 ans, elle a des difficultés à trouver de travail. Parmi les raisons de cette difficulté, la fermeture des zones franches soutient le maire de la commune d'Ambatolamptsi-Mafuti. En effet, depuis la Covid-19, presque la moitié des zones franches ont fermé leurs portes dans le district d'Ambujachim. L'élaboration d'un CV est aussi un blocage lors d'un entretien, soutient une fondatrice d'une agence de recrutement. Pour y remédier, les jeunes de 18 à 35 ans ont reçu une formation à cet effet lors d'un speed recruiting à Ambatolamptsi-Mafuti ce jour. Mis à part cette localité, les jeunes des autres communes du district d'Ambujachim bénéficieront également d'un speed recruiting. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre une agence de recrutement et le député élu dans cette circonscription, Johnny Rakutoarsou. Et puis, le nombre de candidats aux examens du baccalauréat pour cette année 2023 a augmenté de 12% et 6 nouveaux centres d'examen ont été ouverts selon les statistiques publiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce jour. Dans la foulée, le ministère, à travers sa cellule anticorruption, appelle tout un chacun à ne pas se laisser attirer par d'éventuelles escroqueries, notamment concernant les prétendus sujets. Tous les sujets sont déjà sécurisés et ne sortiront que le jour de l'examen, toujours selon le ministère. Natera Koutmav pour plus de détails. 215 630 candidats vont passer l'examen officiel du baccalauréat dans toute la grande île. Ces candidats sont répartis dans 3 catégories, à savoir le baccalauréat général qui enregistre 214 664 candidats, le baccalauréat technique professionnel avec 10 353 candidats et le baccalauréat technologique avec 610 candidats. Pour la répartition au niveau des provinces, Antananarive compte 80 861 candidats, Fianarantsoa compte 34 526 candidats, Tuamas enregistre 31 783 candidats, Tuliara compte 26 464 candidats, Mahajanga a 24 704 candidats et Antsrana compte 17 292 candidats inscrits au baccalauréat cette année. Selon ces statistiques sorties par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le nombre de candidats inscrits à l'examen de baccalauréat a augmenté de 12% cette année scolaire par rapport au nombre de l'année dernière. Voici la répartition des candidats selon les séries, selon toujours ces statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour la série A1, 10 036 candidats. Pour la série A2, 127 846 candidats. Pour la série L, 14 022 candidats. Pour la série D, 28 346 candidats. Pour la série C, 1840 candidats. Pour la série S, 13 151 candidats. La série OSE compte 9 426 candidats. La série Technique Pro, 10 353 candidats. Et la série Technologique avec 610 candidats. Ces candidats sont répartis dans 410 centres dans toute la grande île.
6 nouveaux centres d'examen ont été ajoutés cette année, notamment à Touliar, Madingue et Antananarivo. Cette année scolaire, le plus jeune candidat a 10 ans. Il est dans la série A2, si le plus âgé a 68 ans, il est en série C. Il est à rappeler que l'examen de baccalauréat pour la catégorie générale se déroulera du 17 au 21 juillet, si le baccalauréat technique se poursuivra durant la semaine du 24 au 27 juillet 2023. En politique, le financement de 2 millions d'euros émanant de l'Union européenne et de la France pour la CENI seront destinés à l'édition des bulletins uniques. De son côté, l'Allemagne attend la somme exacte de la trésorerie pour l'organisation des élections en Afrique avant d'offrir un financement selon son ambassadeur hier à l'Arabie. La transparence et le respect de la démocratie sont les principales conditions que ce pays a demandées. C'est en Irlande. L'Union européenne et la France ont répondu à l'appel du PNUD pour financer les élections à Madagascar à travers le Basket Fund en offrant chacun 1 million d'euros. Actuellement, ce Basket Fund contient 2 millions d'euros, soit environ plus de 9 milliards d'ariary. De son côté, l'Allemagne attend l'état de la trésorerie pour les élections en Afrique avant d'offrir une somme pour la CENI, a souligné son ambassadeur hier. Il réclame toutefois la transparence de l'élection et l'indépendance de la CENI dans la gestion du Basket Fund. Ce Basket Fund géré par le PNUD sera destiné à la conception et à l'édition du bulletin unique selon les explications de la CENI. Mais la communauté internationale n'est pas la seule à soutenir les élections présidentielles à Madagascar. Le gouvernement y contribue également à travers des appuis techniques et humains pour la CENI, sans oublier le financement de 40 milliards d'ariary. C'est en Irlande. Le président de la CENI, Dama Arsen, a tenu à remercier hier les partenaires techniques et financiers pour leur soutien dans la préparation des élections. Il a également remercié le gouvernement pour toutes ses contributions, que ce soit dans le domaine financier que dans l'appui en ressources humaines. Élections transparentes, démocratiques et acceptées par tous, tel est l'objectif selon le président de la CENI. Ainsi, cette élection se déroulera dans le respect de la déontologie de cette institution, a-t-il soutenu. Pour terminer les actualités locales, 5000 demandes de titres fonciers ont été reçues par la commune d'Ivat lors de l'opération Karatan Faoubé, initiée en juin dernier. Actuellement, la commune, le ministère de tutelle et le service foncier procèdent à l'examen des dossiers. Détails sur les images de Yves Janel. Environ 5000 personnes sont venues auprès de la commune d'Ivat pour y déposer leur dossier de demande de titre de propriété lors de l'opération Karatan Faoubé en juin dernier. La commune, le ministère de l'Aménagement du Territoire et le service foncier sont en train d'examiner les dossiers actuellement, selon le secrétaire général auprès de cette commune. Après l'examen des dossiers, une descente sur terrain est nécessaire, a-t-il poursuivi, car un terrain déjà titré ne peut faire l'objet d'une demande. À noter que le gouvernement a pour objectif d'octroyer 2 millions de titres fonciers d'ici 2024. Plusieurs habitants de nombreuses régions en ont déjà bénéficié. Dans les actualités internationales, au moins 264 personnes accusées d'appartenir à des gangs ont été tuées par des groupes de justiciers autoproclamés depuis avril en Haïti, a indiqué ce jour la représentante de l'ONU dans le pays en crise, s'inquiétant de cette nouvelle tendance. France 24. Un phénomène nouveau et inquiétant. Depuis quelques mois, des groupes d'autodéfense se forment un peu partout sur le territoire haïtien. Leur objectif, éliminer les membres des gangs qui ont la main sur des pans entiers du pays. Jeudi, la chef du Bureau haïtien des Nations Unies a alerté le Conseil de sécurité. L'apparition de groupes de justiciers autoproclamés ajoute un nouveau niveau de complexité. Depuis avril, le Bureau des Nations Unies en Haïti a comptabilisé au moins 264 membres supposés de gangs tués par ces groupes. Des exécutions extrajudiciaires qui font craindre le pire aux autorités haïtiennes. Depuis plusieurs années, des groupes criminels font régner la terreur au sein de la population. Leurs membres multiplient les assassinats et les enlèvements.
Depuis octobre dernier, le Premier ministre Ariel Henry réclame une force d'intervention internationale pour aider la police à rétablir l'ordre. Un projet encore au stade des négociations, selon le chef de la diplomatie américaine. Nous sommes en pourparlers très actifs avec des pays de la région et d'ailleurs. Il s'agit en partie de s'assurer que les pays s'engagent à jouer un rôle important dans cette force, en particulier en identifiant un pays qui jouerait le rôle de chef de file. Mais pour l'heure, aucun pays ne souhaite endosser une telle responsabilité malgré les appels répétés d'Antonio Guterres. La semaine dernière, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu en Haïti pour affirmer son soutien à une population en proie à la faim et aux maladies. Des centaines de migrants africains se trouvent en situation de détresse dans une zone désertique dans le sud de la Tunisie après avoir été chassés dans la ville de Sfax. 34. La situation est toujours précaire pour plus d'une centaine de migrants qui s'étaient réfugiés devant l'une des mosquées de Sfax pour éviter d'être agressés individuellement. Beaucoup ont été chassés de leur maison et ils ont été déplacés pendant la nuit à quelques mètres dans un parc où ils ont dû passer la nuit. Nous sommes avec eux actuellement. Il y a énormément de femmes et d'enfants. Beaucoup n'ont pas de quoi aller faire leurs toilettes. Il y a aussi quelques citoyens de Sfax qui leur amènent de l'eau et du pain, mais c'est une situation très précaire. Beaucoup nous ont confié avoir perdu leur logement cette semaine suite aux violences après la mort du Tunisien. Et nous avons aussi beaucoup de témoignages audio et vidéo de plus d'une centaine de migrants subsahariens qui ont été transportés de force vers la frontière tuniso-libyenne et la frontière tuniso-algérienne. L'ONG Human Rights Watch a d'ailleurs dénoncé dans un rapport ces transports forcés vers les frontières. Et pour terminer, les inquiétudes sont montées d'un cran ces derniers jours autour de la centrale de Zaporizhzhia, située dans le sud de l'Ukraine et occupée par l'armée russe. Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de préparer une provocation. France 24. Derrière les scènes du quotidien, l'angoisse sourde mais palpable des habitants de Zaporizhzhia. Ils vivent à une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire, occupée par les Russes depuis le 4 mars 2022. Selon Kiev, les forces du Kremlin auraient placé des objets similaires à des engins explosifs sur le toit de certains réacteurs. Alors Moscou pourrait-il provoquer délibérément un accident? S'ils redoutent cette éventualité, la plupart des habitants estiment les Russes capables de tout. Nous pensons que tout est possible. Il ne faut pas plaisanter. Nous ne savons pas à quoi nous attendre de la part de ces gens qui ont envahi notre terre. Ils peuvent avoir n'importe quoi à l'esprit. Alors oui, nous pensons que la menace est réelle. Un exercice d'évacuation de près de 140 000 personnes a été organisé fin juin et les autorités expliquent aux habitants les mesures d'urgence à prendre en cas de menace. Si cela se produit, nous fermons toutes les fenêtres et les portes. Il n'y a pas d'issue. On les ferme, on les scotche et on s'éloigne des fenêtres et de la rue pendant cette période dangereuse. Avant la guerre, plus de 700 000 habitants vivaient dans la ville de Zaporizhzhia. La centrale est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ndjamalal. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.